Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures à la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, un océan de foi où toutes les frontières s'effacent lors du pèlerinage au Hajj, où nous verrons en début de journal. Et enfin, dans l'actualité internationale, les États-Unis opposent leur veto à un projet de résolution du Conseil de sécurité exigeant un cessez-le-feu immédiat. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, à la une, je vous le disais, les États-Unis répondu en raison de leur veto. Mais avant le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a reçu, comme à l'accoutumée à l'approche de la Eid al-Adha, des télégrammes de félicitations émanant de ses homologues musulmans, lui adressant des vœux de succès et de réussite, ainsi que des souhaits de progrès, de développement, d'essor pour le peuple djiboutien. Dans leur message adressé au président Guelleh, nombreux sont ceux, les dirigeants musulmans, à rendre un vibrant hommage à la République de Djibouti, qualifiée de havre permanent de paix et de quiétude. Puisse Dieu Tout-Puissant continuer d'entourer sa baraka, la République de Djibouti, dans sa quête soutenue pour assurer un relais efficace des échanges entre cette région du monde et les autres espaces géographiques et économiques. Peut-on lire dans certains de ces télégrammes reçus par le chef de l'État. Le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, avait lui aussi à l'occasion de la Eid al-Adha adressé des messages similaires à ses homologues musulmans ainsi qu'à leurs peuples respectifs. Je vous prie de recevoir mes vœux les plus sincères de santé, de bonheur, ainsi que ceux de bien-être, de prospérité et d'épanouissement pour votre peuple, avait écrit le président Guelleh dans chacun de ses télégrammes. Il avait surtout mis à profit ses correspondances pour exprimer l'espoir d'une décrue significative des tensions et des conflits enracinés dans notre monde, alimentés par des disparités culturelles, identitaires et religieuses. Fin de citation. Direction l'Arabie Saoudite, où en ce 9e jour du mois de Dhul Hijjah, des milliers de pèlerins venus du monde entier, dans plusieurs centaines de Djiboutiens, se sont rassemblés sur la plaine d'Arafat, marquant l'un des moments les plus spirituellement intenses du pèlerinage musulman. Sous un soleil brûlant, dans une atmosphère empreinte de recueillement, les pèlerins djiboutiens, vêtus de l'habit blanc, ont levé les mains vers le ciel. Arafat, point culminant du Hajj, ils ont prié, invoqué, demandant pardon à Dieu. Une halte essentielle dans leur quête de purification et de renouveau. Dans leur ferveur et l'humilité, nos compatriotes expriment leur allégresse, leur gratitude et leur immense fierté d'être présents ici, au cœur de l'un des plus grands rassemblements du foi musulman. Après le coucher du soleil, les pèlerins quitteront Arafat, où ils passeront la nuit à la belle étoile et collecteront des pierres pour le rituel de lapidation de Satan à Mina. اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك الله. Direction le nord du pays où, dans la matinée d'hier, le ministre de l'Intérieur et le ministre de l'Environnement, accompagnés du préfet de la région de Tadjoura, se sont rendus tôt sur le lieu de l'incendie survenu dans la forêt du Daï. Cette visite avait pour but d'évaluer directement la situation et coordonner les efforts pour circonscrire le sinistre. À leur arrivée sur les lieux, les autorités ont constaté que le chef de corps du régiment interarmé de Tadjoura et le colonel Ali Chérif ainsi que ses troupes avaient déjà relativement maîtrisé une grande partie de la propagation du feu. Saluant cette mobilisation efficace, le préfet, le ministre de l'Intérieur ont néanmoins décidé de renforcer les moyens d'intervention en déployant un hélicoptère pour assurer le transport rapide d'extincteurs, d'équipements essentiels aux équipes des pompiers qui ont été dépêchés.
Les équipes de santé avaient également sur place prêté à intervenir avec une ambulance par ailleurs. La gendarmerie nationale assurait non seulement l'escorte du cortège officiel, contribuant ainsi à la fluidité des opérations et à la sécurité, mais elle a aussi apporté son soutien actif aux équipes présentes sur les lieux. Parallèlement, le commandant de zone de la gendarmerie nationale, accompagné d'une équipe de l'OPJ, a entamé une enquête pour établir les causes qui seraient à l'origine de l'incendie. La région, bien que les espaces protégés de la faune et de la flore, tels que les francolins et les genévriers, ont été inéluctablement touchés par le sinistre. Cette action immédiate et coordonnée et a permis de maîtriser optimalement l'incendie et d'éviter ainsi des dégâts. Écoutons le préfet de la région. Dans ses propos, le ministre de l'Environnement a indiqué que cette action immédiate et coordonnée a permis une maîtrise optimale de l'incendie et d'éviter ainsi des dégâts plus importants à cet écosystème vital de la région, bien que les espaces protégés de la faune et de la flore, tels que les francolins et les genévriers, ont été inéluctablement touchés. De l'Environnement. La délégation conduite par le ministre de l'Intérieur, le préfet ainsi que le parlementaire de la région, nous sommes sur le site où le fait s'est déclaré depuis hier. Ce site, comme vous le savez, est un parc national qui est un aire protégé. Plus de 1500 hectares de forêt s'est situé à 1800 mètres d'altitude de forêt de Daï. Nous sommes exactement sur le site de Cheikh Abezid. Nous ne savons pas jusqu'à aujourd'hui les causes réelles de cet incendie, ni le dégât. Les forces armées sont sur le site pour éteindre cet incendie qui s'est déclaré depuis hier. Comme vous le savez, ce parc recèle des espèces endémiques telles que le francolin et d'autres espèces protégées pour la République de Djibouti. Comme vous le savez, le francolin est une espèce rare qui se trouve dans notre pays. D'autres espèces, on peut dire des flores, de faune de flore ont été touchées. Plus de 360 espèces de plantes qui se trouvent dans ce site, de genévriers. Nous ne savons pas encore les dégâts, mais dans les jours à venir, nous pouvons situer et trouver des solutions pérennes pour protéger ce site qui est un aire protégé. Eh bien, le gouvernement réaffirme son engagement envers la protection de l'environnement et appelle à une vigilance accrue afin de prévenir toute reprise éventuelle de l'incendie, particulièrement en raison des proches de braises persistantes combinées à des vents forts. Écoutons le ministre de l'Intérieur. Sur le site donc, de Cheikh Abezid, au sommet donc, du Mont Daï, on est en train donc effectivement de regarder, mesurer l'ampleur des dégâts qui ont été commis par cet incident vraiment regrettable qui vient de toucher donc, un patrimoine qui nous est très cher. Fort heureusement, il n'y a pas donc, de dégâts humains ou donc des animaux qui ont été touchés, des espèces donc, très rares qui n'existent que dans notre pays, qui ont été quand même touchés. Donc, au moment où je vous parle, le feu donc, a été plus ou moins donc, maîtrisé. Et je félicite donc, les forces donc, de défense et de sécurité, premiers à se rendre donc, sur le site, avec l'aide effectivement donc, de la population donc, du Daï, et qui ont donc maîtrisé en grande partie le feu avec des moyens donc rudimentaires. Des pompiers donc sont là également aussi pour pouvoir donc user de leurs moyens à ce que effectivement ce feu soit complètement maîtrisé. Les forces de sécurité sont en train de mener donc leur enquête pour chercher les causes de cet incendie et donc et de punir si cela donc s'avère les coupables qui ont quand même fait ce qu'on appelle c'est un acte criminel.
Retour à Djibouti, où la Commission nationale pour la prévention et la lutte contre la corruption a signé hier au Palais du Peuple des protocoles d'accord avec des organisations de la société civile lors d'une cérémonie officielle. Parmi les signataires figuraient le Conseil national de la société civile, l'ONG Bander Jadid, l'association Mouvement de la jeunesse, une et indivisible, ainsi que l'ONG PLA. Cet engagement traduit un renforcement majeur de la coopération et les organisations de la société civile mobilisées dans la lutte contre la corruption. On rappelle les dispositions spécifiques de la loi 103 qui encourage la participation de la société civile à travers la promotion, la transparence, l'éducation et la sensibilisation. Rappelons qu'elle a ensuite souligné qu'elle sera illusoire de prétendre combattre efficacement un phénomène aussi complexe qui infiltre les sphères administratives et sociales sans la mobilisation active et l'implication de la société civile. 15, lors de la célébration de la Journée internationale de lutte contre la corruption, en citant le rôle des acteurs non étatiques comme la société civile et les médias dans la lutte contre la corruption. En effet, par leur travail de sensibilisation, de vulgarisation, d'alerte citoyenne, la société civile et les médias peuvent nous aider à rompre la chaîne de la corruption. Comme un écho à cette conviction exprimée par le président de la République, la loi 103 de mars 2024 relative à la prévention et la lutte contre la corruption consacre 2 articles entiers à l'émergence et au rôle de la société civile dans la lutte contre la corruption. Il s'agit en l'occurrence de l'article 30 qui dispose que la participation de la société civile à la prévention et à la lutte contre la corruption doit être encouragée à travers notamment la transparence des processus de décision et la promotion de la participation des citoyens à la gestion des affaires publiques. Autre actualité dans ce 15h, c'est aussi M. Aboubakar Ahmed Doubat, substitut du procureur général, qui a présidé la cérémonie conjointe de clôture des stages internationaux des directeurs d'enquête et de techniciens en identification criminelle. L'événement qui s'est tenu au centre de conférence lieutenant-colonel Houch Roble Idley. Cette cérémonie a rassemblé plusieurs hautes autorités, notamment le préfet de la région d'Arta, le président du conseil régional d'Arta, Madame la première conseillère de l'ambassadrice de France à Djibouti, le colonel chef d'état-major de la gendarmerie nationale, Zakaria Hassan Aden, les colonels attachés de sécurité et de défense auprès de l'ambassade de Turquie, le directeur général du DPCR, Abdi Ibrahim Farah, les représentants des directeurs de la sécurité nationale, du commandant de la garde-côte, du directeur général de la police nationale et de l'attaché militaire de l'ambassade d'Éthiopie à Djibouti. Les 35 stagiaires originaires de plusieurs pays d'Afrique, de la région de l'océan Indien, ont reçu leur diplôme et un signe des mains des officiels. La cérémonie s'est poursuivie avec la remise des présents au colonel Zakaria Hassan, chef d'état-major de la gendarmerie nationale, par les présidents des promotions avant de se conclure par la traditionnelle photo de famille. Le colonel Zakaria Hassan a félicité l'ensemble des stagiaires pour leur performance remarquable et leur souhait de bon retour dans leur pays respectives. Eh bien, les présidents de 2 promotions ont tour à tour pris la parole pour faire le bilan. Ils ont souligné la qualité des enseignements dispensés par le U3PJ, ainsi que le rôle majeur de l'établissement dans le renforcement des compétences professionnelles et des liens de coopération entre les pays africains. Écoutons-les. C'est avec une grande fierté et un profond sentiment d'accomplissement que nous nous réunissons aujourd'hui à Djibouti, terre d'accueil, dans ce beau cadre pour la cérémonie marquant la sortie de la 11e promotion de directeur d'enquête.
Cette formation tombe à point en raison de la complexité des situations multiples de commission de crimes dans nos différents pays. Elle nous permet d'avoir toutes les méthodes par lesquelles nous pouvons aboutir à la résolution d'une affaire criminelle et apporter des preuves irréfutables pour confondre les délinquants afin que la justice condamne le vrai délinquant et non un inconnu. Nous tenons à remercier d'abord la coopération internationale de Djibouti pour son invitation qui nous a permis de venir suivre cette formation. Nos remerciements sont vont droit à la coopération française qui a facilité notre déplacement vers Djibouti. Nous remercions le directeur des études qui a permis que nous ayons un programme de cours cohérent. Nos remerciements vont droit aux formateurs pour leur sens de dévouement. Ils ont utilisé des méthodes d'apprentissage qui nous a permis l'assimilation des cours sans difficulté. Il y a 9 semaines, nous sommes arrivés ici avec nos bagages, nos uniformes et nos attentes aussi. Aujourd'hui, nous repartons avec beaucoup plus du savoir, des outils, une vision renouvelée de notre mission et une fraternité forgée par l'effort. La formation TIC 12 n'a pas seulement été une série de modules, c'était un défi quotidien, comprendre, expérimenter, analyser. Fraude documentaire, scène de crime ou empreinte digitale, chaque compétence acquise est une responsabilité nouvelle que nous emportons avec nous vers nos pays. Mais au-delà du savoir, c'est l'humain qui nous a le plus marqués. Nous étions des professionnels venus de différents horizons et nous sommes devenus une équipe et même une famille. Et aujourd'hui, permettez-moi de dire avec fierté que la promotion TIC 12 a obtenu les meilleurs résultats de toutes les promotions précédentes. En tant que Tunisien, je suis particulièrement honoré d'avoir vécu cette expérience dans le cadre d'une coopération franco-africaine ambitieuse. L'école EI 3PJ en est un exemple vivant. C'est une école de haut niveau, dotée de laboratoires modernes, bien équipés, et d'une équipe pédagogique remarquable. C'est ici que se forme une Afrique compétente, exigeante et rigoureuse. Enfin, je veux dire un grand merci à Monsieur le directeur de l'école pour sa confiance. Merci à tous et que vive l'unité, la compétence, la justice et que Dieu bénisse l'Afrique. Merci. Eh bien, le directeur intérimaire de l'EU 3PJ, le capitaine Abdelrahman Ousmane Ismail, a salué l'assiduité et l'engagement des stagiaires, mettant en lumière l'intensité et la rigueur des 2 programmes de formation. Il n'y a pas d'enquête dans le monde d'aujourd'hui qui se passe sans les spécialistes en identification criminelle. Les stagiaires ici présents sont mis en situation sur un thème complexe sur le trafic et la traite des êtres humains. Au cours de cette enquête, les stagiaires vont procéder à tous les actes d'investigation dans le respect de la légalité. Dans une enquête, chaque rôle compte. Le directeur d'enquête coordonne les recherches et décide des orientations à suivre et veille à ce que chaque piste soit exploitée. À ses côtés, le technicien pour l'identification criminelle se concentre sur la scène de crime. Au nom du chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le colonel Zakaria Hassan Aden, je voudrais ici placer quelques remerciements. Je voudrais transmettre un vibrant hommage au président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh,
pour sa contribution et son soutien à accepter la création de ce pôle d'excellence de la police judiciaire. Mais aussi d'accueillir sur le sol djiboutien les stagiaires des pays frères et amis du continent africain et ceux de l'océan Indien. J'exprime également mes sincères remerciements à la Première Dame, présidente de l'UNFD, pour la mise à disposition des experts de cette organisation lors des nombreuses interventions réalisées au profit des stagiaires de l'EI3PJ. Cela permet de contribuer à la lutte contre les violences basées sur le genre. À Madame la chargée d'affaires de l'ambassade de France, je voudrais ici exprimer toute ma gratitude à la République française pour son appui constant à l'EI3PJ. Depuis longtemps, nous partageons des valeurs, dont celles liées à la francophonie, et nous entretenons des relations de coopération fructueuses. J'adresse également mes remerciements aux partenaires traditionnels, l'OIM, le CNDH, le CICR, l'UNICEF, pour leur contribution et expertise apportée au profit des stagiaires. Enfin, chers stagiaires, je vous souhaite un très bon retour dans vos pays respectifs. Sur ce, je vous remercie de votre attention. Et enfin, le substitut du procureur a insisté sur l'importance de la coopération entre les professionnels africains en mettant l'accent sur les pratiques d'enquête fondées sur la collecte des preuves matérielles plutôt que sur les aveux. Écoutons-le. Mesdames et messieurs, c'est avec un immense honneur et fierté que je prends la parole aujourd'hui au nom de l'autorité judiciaire de notre nation. À l'occasion de cette cérémonie si solennelle, nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer l'aboutissement de 2 formations d'excellence qui font aujourd'hui la fierté de l'E3PJ. Nul besoin de le rappeler maintenant, le I3PJ est un joyau national au service de la sécurité régionale. Depuis son inauguration en mars 2019, le I3PJ est devenu un creuset d'élite où se forment les meilleurs éléments de la police judiciaire de notre région. À chaque promotion, comme la vôtre, Djibouti confirme son rôle de carrefour stratégique dans l'espace sécuritaire, régional et international. Permettez-moi d'exprimer notre plus grande gratitude d'abord à son Excellence le chef d'état-major de la Gendarmerie nationale, véritable architecte de cette institution d'élite, au directeur de l'école, gardien infatigable de nos standards d'excellence, et aux formateurs dont le savoir et la rigueur façonnent des professionnels complets. Chers récipiendaires, votre parcours n'a pas été simple. Il vous a été demandé discipline, rigueur et persévérance. Vous en sortez aujourd'hui armés des méthodes d'enquête solides, des techniques scientifiques précises et d'une vision stratégique des investigations. Vous devenez dès aujourd'hui les nouveaux artisans de la justice pénale internationale. Mais ce diplôme n'est pas un aboutissement, c'est un engagement, une mission. Il vous confie 3 responsabilités sacrées. Appliquer avec rigueur tout ce que vous avez appris, partager ce savoir dans vos institutions et incarner l'éthique professionnelle de l'EI3PJ. À nos récipiendaires venus d'ailleurs, vous repartez avec l'esprit de cette école, ses valeurs. Vous devenez les ambassadeurs vivants de notre engagement commun pour une police judiciaire moderne et éthique. Vive la coopération internationale policière, vive l'EI3PJ, vive la République de Djibouti. Je vous remercie.
je vous emmène dans le sud du pays où dans le cadre des actions lutte contre la contrebande, la brigade de la douane d'Ali Sébié en collaboration avec les éléments de la police, les détachements d'Ali Sébié ont intercepté à proximité des périphéries du secteur de la ville d'Ali Sébié une importante quantité de marchandises de contrebande. La marchandise saisie à cette occasion, dont le poids total est estimé à 2600 kg de cat. Rappelons que ces contrebandiers voulaient l'acheminer à la capitale. Selon les procédures standards en vigueur, cette quantité a été détruite sur place en présence du chef de la brigade de la douane d'Ali Sébié. Dès là, je vous emmène dans le nord du pays où le 3 juin dernier, dans la salle de réunion du conseil régional de boxe, s'est tenu un atelier de lancement officiel du projet de renforcement de l'engagement communautaire dans la lutte contre la malnutrition organisée par l'association AFOD avec l'appui technique et financier de l'UNICEF. Cet atelier a réuni le président du conseil régional, le représentant de la préfecture, les services déconcentrés, les organisations de la société civile locale. L'objectif de cet atelier était de présenter les objectifs, les axes d'intervention, les résultats attendus du projet qui s'étendra d'avril 2025 à janvier 2026 dans 5 localités de la région qui sont Fantihiru, Hulma, Boussali, Andoli et Bissidirou. Le projet vise à améliorer la détection précoce des cas de malnutrition, promouvoir les bonnes pratiques nutritionnelles et renforcer la redevabilité communautaire. Je suis ravie des nourrissons des jeunes enfants et de leur situation nutritionnelle également. Je suis très ravie de lancer ce projet aujourd'hui aux côtés de la FOD. Je suis très fière de travailler avec la FOD, avec son équipe, aux côtés des autorités également, du CMH. Depuis maintenant plusieurs années, ce sera le 3e partenariat que nous démarrons avec la FOD. Eh bien, cet atelier marque ainsi une étape essentielle dans la réponse collective aux enjeux nutritionnels à Obok, avec pour ambition partagée de faire reculer la malnutrition grâce à une mobilisation coordonnée de tous les acteurs. Écoutons les autorités de la région. Je voudrais d'abord remercier les partenaires qui est l'UNICEF, avec lesquels le conseil régional a un PTBA pour la 2e année, qui a bien autorités voulu, locales nous aider à pallier donc, à ces manquements, à savoir comment réguler cette situation dans des zones où il n'y a pas de poste de santé. Nous sommes unanimes avec les médicaux qui ce travail. Il y a également d'autres associations comme Oubki qui font la même chose. Il y a d'autres associations qu'on va également appuyer pour couvrir des zones qui sont éloignées. Donc on a entendu une bonne présentation. Je voudrais vraiment dire un grand bravo à l'association AFOD pour ce travail important, car sur le terrain, ils ont des femmes qui font les chantiers que nous avons et sur lesquels on est en train de bien réfléchir, c'est que ce travail soit un travail périn. Donc aujourd'hui, l'UNICEF nous appuie, le ministère de la Santé, ici donc représenté par l'infirmier-major, M. Oudoum aussi, est avec nous. La préfecture, elle est là, l'association et les chefs du village des localités qui sont concernées, qui sont Fantihiru, Boussali, Andoli, Bissidiro et Ulma. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a également d'autres zones qui sont encore plus éloignées que ces zones-là et qui restent derrière la sous-préfecture et de l'Indada. En pensant à ça, on peut citer, comme l'a fait Oudoum, d'Adato, on peut parler de l'Abhinda, on peut parler des Adgueno. Voilà. Donc, toutes ces zones qui sont éloignées, où il n'y a aucune infrastructure de base, a également besoin d'être appuyée dans ce domaine-là. Dans l'actualité internationale, je vous le dis dans le titre, un projet de résolution présenté au Conseil de sécurité des Nations Unies réclame un cessez-le-feu et l'accès humanitaire à Gaza, où la malnutrition est largement répandue, a été rejeté en raison d'un veto opposé par les États-Unis. Les États-Unis ont en effet exercé leur droit de veto contre ce projet qui appelait un cessez-le-feu immédiat et permanent dans la bande de Gaza. Les 14 autres membres du Conseil, qui comptent 15 pays, ont voté en faveur de la résolution. Celle-ci qualifie également la situation humanitaire de Gaza catastrophique et appelait Israël à lever toutes les restrictions
entravant l'acheminement à l'aide humanitaire des Palestiniens vivant dans le territoire. Pour être adoptée, une résolution du Conseil de sécurité nécessite au moins 9 voix favorables et l'absence de veto de la part de l'un des 5 membres permanents, les États-Unis, la Russie, la Chine, le Royaume-Uni et la France. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés et bonne fête à l'Eid al-Adha.